Salut les coquinous et les coquinettes. Alors aujourd'hui, on va parler de l'amour. Ah, ce gros mot. L'amour, qu'est-ce que c'est en réalité? Le mot amour désigne souvent un sentiment fort et positif, quoi. C'est quelque chose qu'on oppose en général à la haine, à l'indifférence, même à la neutralité ou à l'apathie, quoi. C'est l'amour, c'est le contraire de tout ce qui est négatif. Ça fait partie de ces nominalisations là que chacun emploie et derrière lesquelles on peut mettre ce qu'on veut finalement. Deux personnes peuvent parler d'amour et se dire je t'aime sans que ça recouvre forcément euh, pour l'une ou pour l'autre la même réalité. Chacun entend derrière je t'aime ce qu'il veut. D'ailleurs, en général, il y a un ancrage derrière les mots, enfin, qui correspond au mot je t'aime. On dit je t'aime, t'en as qui sautent de joie, t'en as qui partent en courant, t'en as qui achètent, et une publicité je t'aime, hein, j'achète, je t'aime, hein, on aime, hein. Donc forcément, je t'aime, c'est quelque chose de très puissant. L'amour, c'est quelque chose de très puissant. Et on va voir pourquoi. Déjà, il faut savoir qu'il y a diverses formes d'amour. Il y a l'affection, il y a le désir sexuel, il y a l'attachement, il y a l'engagement, il y a l'amour conjugal, l'amour pour ses enfants, il y a l'amour pour ses parents, pour sa mère, pour son père, il y a l'amour qu'on peut ressentir pour Dieu, il y a la charité qui est une forme d'amour aussi pour les autres, l'amour du prochain et tout ça. Donc l'amour, quelle que soit la forme, ça pousse ceux qui ressentent de l'amour à rechercher une proximité physique, spirituelle ou même parfois imaginaire avec l'objet de cet amour. Ça agit comme un facteur majeur dans les relations sociales et ça occupe vraiment l'amour une place centrale dans la psychologie humaine. Ce qui fait que c'est l'un des thèmes les plus courants, par exemple dans l'art, sous toutes ses formes, c'est l'amour. La question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, elle est vraiment compliquée. C'est est-ce que l'amour, c'est une construction sociale ou est-ce que c'est inhérent à l'être humain de tomber amoureux? Il y a un célèbre moraliste au XVIIe siècle. Alors les moralistes, c'était les psychologues de l'époque, sauf que eux, bah, ils étudiaient les mœurs. Il s'appelait La Rochefoucauld et il pense, il a même dit, écrit, que il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. C'est une citation vachement intéressante. C'est-à-dire que selon lui, l'amour, c'est pas une tendance universelle humaine, c'est pas tout le monde, n'importe quand, n'importe où qui pourrait ressentir de l'amour. Ça serait beaucoup de gens qui ressentent de l'amour parce qu'on leur en a parlé quelque part. D'ailleurs, c'est une question intéressante, ça. Comment on sait si on est vraiment amoureux? Ça, qui peut répondre à cette question? Moi, je pense que quand on est amoureux, on le sait, c'est tout. Faut pas imaginer des règles, des trucs, des trucs. Quand tu es amoureux, tu le sais. Donc, si vous vous questionnez pour savoir si vous êtes amoureux, déjà, c'est mauvais signe en général. Alors, pourquoi est-ce que l'amour serait une construction sociale? Alors, dans le livre L'amour et l'Occident, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Denis de Rougemont, il parle de la conception de l'amour véritable dans notre société. Et il nous dit qu'en fait, l'amour, c'est une invention européenne qui date du Moyen Âge. Une invention européenne, l'amour. Alors que pour nous, ça nous paraît quelque chose de évident qui a toujours été là, qui a fait la vie de nos grands-parents, la vie de nos machins et tout. Lui, il nous dit que c'est une invention. Après, enfin, qui connaît pas le mythe de Tristan et Iseux? C'était l'amour qui est né du filtre versé par erreur par une servante, qui est en fait une force hyper dangereuse pour l'ordre social, et même ça, en général, ces personnages, bah, ils en sont morts, quoi, de leur amour. Alors, pourquoi est-ce que la société, elle aurait mythifié l'amour? C'est quand même bizarre si c'est si dangereux pour l'ordre social. En fait, je pense que la culture qui idéalise l'amour, c'est-à-dire notre culture, ça fait naître quand même toute une économie de l'affection. Bah, selon la culture, et pour beaucoup de gens d'ailleurs qui me regardent, je pense que c'est l'amour, c'est ce qui donne un sens à notre vie, c'est ce qu'on doit absolument trouver, c'est un trésor, c'est génial l'amour. Pourquoi on n'est pas amoureux? Pourquoi? L'amour, ça devient donc quelque chose de rêvé et de désiré, mais à outrance.
quand on l'a pas, on veut absolument l'avoir, ou alors quelque chose qui le symbolise. Mais en même temps, la définition de l'amour, elle est tellement pointue pour la plupart des gens, ils sont tellement exigeants qu'ils peinent à le rencontrer et que même quand ils l'ont, eh bien, ils ont du mal à le garder. Tu me dis pas je t'aime tous les jours, ça veut dire que tu m'aimes pas. C'est qu'un exemple, hein. Alors voilà, il faut que tout soit parfait, hein, d'où le mythe du prince charmant. En plus, il faut entrer dans les schémas mentaux prévus pour l'amour. Euh, En général, c'est le couple exclusif, quoi. Mais toutes ces conditions, elles sont vachement restrictives. Elles font de nous des êtres tellement exigeants que les possibilités de vivre des échanges affectifs sincères, réels, ça devient vraiment rare. C'est survendu, enfin, c'est rare, quoi. C'est pour ça que les biens affectifs deviennent des biens de luxe, qu'on leur donne une aura, un éclat, mais une valeur, mais complètement démesurée. Ça engendre quoi? Des individus euh, presque schizophrènes, quoi, qui se construisent un désir ardent d'amour, en même temps qui se construisent une définition trop exigeante. Ça fait des êtres déchirés qui se rendent dépendants d'un idéal, en même temps qu'ils se le rendent inaccessible, cet idéal. Paradoxalement, c'est souvent ceux qui manquent le plus d'affection dans leur vie, qui sont les plus insecure, on va dire, qui intègrent les mythes dominants de l'amour et les comportements du capitalisme affectif, on va appeler ça comme ça, parce que leur manque de vécu, finalement, ne leur permet pas de faire la part des choses avec les mythes de l'amour et de comprendre que justement, ce sont des mythes. Moi, je veux dire, c'est vachement beau les histoires d'amour. Ça fait rêver, quoi. Qui n'a pas rêvé de trouver sa moitié, qui n'a pas idéalisé la relation de ses grands-parents, qui n'aurait jamais trompé l'autre, qui se serait toujours aimé depuis toujours, depuis tout jeune, un amour sincère et tout. Mais la réalité, en général, elle est bien plus dégueulasse que ça. Et pourtant, on a ces mythes en tête. Alors moi, je me suis posé une question avant de faire cette vidéo, c'est de savoir si l'amour, finalement, ça répondrait à la question de base, si c'est une construction sociale ou si c'est inhérent à l'être humain, c'est comment ça se passe dans les autres cultures et même dans les autres époques. L'amour, on n'en sait rien finalement. On voit tout à travers le prisme de notre réalité, que l'amour, ça a toujours été là, c'est machin. Mais qu'en était-il, quoi? Alors, il y a des écrits, des correspondances qui nous permettent de savoir la vie des Grecs et des Romains, la vie familiale, sociale, amicale, même sexuelle, de savoir que les Grecs, ils initiaient, c'est Facebook, que les Grecs, ils initiaient des jeunes garçons. euh, Ça, on peut le savoir, mais à la sodomie. Mais qu'est-ce qu'il en était de l'amour pendant l'Antiquité? Voilà, on n'en sait rien finalement. C'est pas grand-chose. Donc peut-être qu'en ces temps-là, le sentiment amoureux tel que nous l'entendons aujourd'hui, ça se concevait pas vraiment. Le mariage, par exemple, à cette époque-là, c'était avant tout un acte social qui servait à garantir un patrimoine et une descendance légitime. Ça n'excluait pas forcément l'attachement ou l'affection. Ça ne veut pas dire, parce qu'on n'est pas dans l'amour absolu, qu'on n'est pas attaché à une personne et que... Ah, chute. Et qu'on l'aime pas, quoi. En fait, à cette époque-là, l'épouse, elle avait absolument pas le droit d'être infidèle à son mari. En théorie, elle risquait même la mort, quoi. L'épouse infidèle, quick. Le mari, lui, il avait la liberté d'avoir des relations avec d'autres femmes, à condition toujours en théorie, parce que en théorie que ça ne soit pas des femmes mariées, ni des femmes de statut social inférieur. Esclaves, prostituées, concubines en tout genre, quoi. Pourtant, à mon avis, les esclaves, ça devait y aller, les femmes mariées, sûrement aussi. Voilà. Mais chez les Romains de haute naissance, de la noblesse, quoi, c'est un peu comme dans les aristocraties occidentales, quoi. Les mœurs sont souvent beaucoup plus libres que la théorie morale qui est à l'usage de nous, le peuple qui n'est pas doré de naissance, quoi, qui fait pas partie de la haute. Nous, on nous impose des règles et tout, tandis que eux, à Paris, ils font des orgies et tout entre stars. Voilà, non mais je caricature, mais vous comprenez l'idée, quoi. Bon, concernant comment ça pouvait se passer, comment ça peut se passer, même encore actuellement, par exemple dans les tribus qui n'ont jamais connu l'homme, les tribus d'Amazonie, qui n'ont pas été quoi, contaminées par notre culture, j'ai rien trouvé au sujet de l'amour.
Donc peut-être que c'est un sujet trop complexe à aborder avec eux, ou peut-être que c'est plus simple que ce qu'on pense, et qu'eux, ils l'entendent pas comme ça, tout simplement. Quant aux animaux, ben, j'ai trouvé des études qui ont montré qu'ils peuvent ressentir de l'amour, ou du moins des sentiments. Par exemple, la science, elle a prouvé qu'un chien euh, qui regarde son maître, eh ben, il sécrète les mêmes hormones, peut-être pas forcément en même quantité, mais en tout cas les mêmes hormones qu'un enfant qui regarde sa mère. Donc c'est quand même une forme d'amour, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tomber amoureux de la façon dont on l'entend. Mais ça ne veut pas dire l'inverse non plus. Donc moi je pense que l'amour existe quand même. Je suis pas totalement négatif, et je pense qu'il y a rarement de fumée sans feu, quoi. Il y a quand même forcément quelque chose derrière tous ces mythes de l'amour. Donc je pense que l'amour existe, oui, mais probablement pas la version médiatisée, magique, quoi, presque idéalisée qu'on nous sert à la télé, dans les pubs, dans les chansons, dans les films, dans les romans, tout ça. Ça c'est, on nous abreuve d'une forme d'amour qui finalement peut nous rendre vachement malheureux parce qu'on a du mal à le trouver. Je crois par contre vraiment en l'amour romantique, c'est-à-dire l'amour qui peut commencer par la passion amoureuse. Alors, ça serait une expérience subjective d'abord, et aussi involontaire, c'est-à-dire qu'on ne chercherait pas l'amour à tout prix et on tomberait amoureux comme ça. Euh, Ça serait difficile à contrôler, quoi. C'est pas quelque chose qu'on choisirait, et ça serait malheureusement, dans la plupart des cas, transitoire. Même si après, ça n'empêcherait pas qu'on tombe amoureux, qu'on ait la passion et tout, puis qu'après, eh ben, il y a un socle d'amitié très fort, d'attachement qui se fasse avec la personne, et que ça donne l'impression que ça reste de l'amour. Alors qu'en fait, on baiserait pratiquement plus ou quoi. Ça serait très différent. Donc en fait, l'amour, ça serait quoi? Ça serait des pensées obsessives et une attention intense portée à un autre individu qu'on idéaliserait presque quelque part. C'est cette idéalisation, on appelle ça l'effet lunette rose de l'amour. C'est souvent assorti d'ailleurs d'une possessivité excessive. L'amour, il est à moi, c'est le mien. Alors à côté de ça, par exemple, dans les clubs libertins, il y a des gens qui se prétendent très amoureux, ouais, très, très, et puis qui font de l'échangisme, par exemple. Donc, est-ce que ça, ils sont pas dans la deuxième phase, après la passion et la possessivité? Peut-être. Donc, en fait, je rajouterais d'ailleurs à l'amour romantique, quand je l'entends, un état au début de grande euphorie. L'amour, l'amour, l'amour. Les nouveaux couples, ils exaltent leur nouvelle relation, ils en parlent, elle est spéciale, elle est différente. Toi, tu dis que t'es amoureux, t'es en couple, mais c'est de la merde. Nous, on est vraiment amoureux, tu vois. Nous, c'est l'amour, c'est parfait, on est tout le temps ensemble en vie de colle, c'est génial. Quand on baisse, c'est ah, excellent. D'ailleurs, je vois pas pourquoi faire l'amour, pourquoi baiser si on n'est pas amoureux, ça n'a aucun intérêt, machin. Les gens qui disent ça, déjà, ils ont jamais été bien baisés parce que moi, des baises excellentes en connaissant la fille depuis 2 heures, j'en ai eu et elles étaient d'accord. Donc, c'est souvent, c'est d'accord, si le mec baise mal ou quoi, l'amour, ça donne un nouvel éclairage sur l'acte, un nouvel intérêt. Mais c'est pas non plus le seul intérêt, quoi. Ça, c'est des croyances vachement limitantes qui révèlent finalement que les personnes qui pensent comme ça, elles sont, elles sont finalement, elles connaissent pas grand-chose, quoi. Et je pense que c'est cet état dont je parlais, de grande euphorie, et des gens qui parlent de leur amour, qui en font la promotion, qui sont tellement contents de l'avoir, qui en fait, ça vient nourrir le mythe, quoi. Il se perpétue comme ça. Je crois en fait que l'amour, c'est comme une expérience, voilà, dans laquelle on est un petit peu victime d'un cocktail biochimique, genre plus puissant que le GHB, et dont on peut se réveiller, mais avec une sacrée gueule de bois, quoi. Qui n'a pas critiqué son ex, dont pourtant il était fou amoureux? Bon, nous, c'est un principe dans la communauté de la séduction de ne pas critiquer les ex, de ne pas en parler mal. Mais je connais beaucoup de gens qui disaient il est génial, il est machin, il est truc, puis du jour au lendemain ils sont plus avec eux, c'est le dernier des connards, c'est un gros salopard, c'est machin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est ce que je croyais sur l'amour. Parce qu'en fait, on peut en parler, on peut se renseigner, on peut débattre, mais qui sait vraiment ce que c'est, quoi? C'est ça qui est chaud. Par contre, il y a des choses que je sais. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui tombent dans un piège que j'appelle le pseudo-amour. Par exemple, entre paumés ou autres gens abreuvés à la culture de l'amour, on peut s'accrocher démesurément à une personne comme une huître s'accrocherait à un rocher, quoi. C'est-à-dire qu'on a tellement envie d'être en couple qu'on se persuade qu'on est amoureux. Vous voyez ce que je veux dire?
Ou alors, on ne pense pas pouvoir trouver aussi bien que cette personne si on la perd, alors on se convainc que c'est de l'amour. Sans compter que des fois, bah, il y a des personnes qui s'aiment de façon différente, pour des raisons différentes. Il faut savoir que un même type de névrose, hein, de petit grain dans la tête, ça peut réunir des gens, ça peut servir de point commun qui font qu'ils vont craquer l'un pour l'autre. Et il y a même des gens un peu narcissiques qui sont amoureux. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur reflet dans les yeux de l'autre personne. Donc voilà, moi je me méfie vachement de ces gens qui s'emballent pour quelqu'un qu'ils viennent juste de rencontrer. Il y en a, ils se voient 2 fois 5 minutes, puis ils décident que bah, la personne c'est leur âme sœur. Et ils vont le dire à tout le monde. Et je me méfie vachement de ceux qui enchaînent ce type de relation en se déclarant à chaque fois amoureux. Bon, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut aussi être juste un coup de foutre. C'est-à-dire que, bah, bon, si c'est un coup de foudre comme ils le prétendent, la probabilité elle est quand même faible, surtout s'ils changent régulièrement de partenaire et qu'ils reproduisent exactement le même schéma. C'est quand même un peu bizarre, non? Donc voilà, faut voir à qui on a affaire, faut voir. Je veux dire, tout le monde peut un jour ressentir quelque chose pour quelqu'un, mais pourquoi coller tout de suite des étiquettes dessus comme ça? Ça serait pas genre une peur d'être seul qui serait simplement momentanément soulagée. On a peur d'être seul, donc on veut quelqu'un, on se persuade qu'on est amoureux, on légitime notre relation et ainsi de suite. Et on se piège finalement tout seul et même on peut piéger l'autre personne. Parce que voilà, moi j'oublie pas quand même que tous les jours il y a des gens, des milliers de gens, qui se font la promesse de s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare et que finalement pratiquement personne ne tient parole. Franchement, je voulais m'intéresser aussi au chagrin d'amour pour savoir quoi en penser, et notamment aussi au one it is, c'est-à-dire l'obsession amoureuse qu'on peut avoir pour une fille, même parfois une fille qu'on connaît pas, ou pour sa meilleure amie. Mais ça, j'aborderai peut-être ce sujet une prochaine fois parce que finalement, ça s'éloignait un peu trop du sujet. Mais alors, ce qui se rapprochait, qui pouvait encore entrer dans le sujet, je pense que c'est de se demander si on peut avoir une relation sans amour. Parce que moi, l'intérêt d'une relation, ça me semble être quand même dans la complicité, dans l'amitié, dans l'attachement, même dans le désir, ou la complémentarité entre des individus, pas dans une pseudo-dilution de deux protagonistes qui mènent à la perte de leur singularité, de leur personnalité. Encore que ça aussi c'est un mythe, quoi. Chacun se croit unique, alors que on l'est pas forcément, quoi. La plupart des gens, c'est triste, mais ils sont à la douzaine. Et ce qu'ils prennent pour leur pensée, c'est la plupart du temps que le résultat d'un conditionnement dont ils n'ont même pas conscience. Enfin, bon là, on s'éloigne du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je connais des gens, au moment où ils sont en couple, eux tout seuls n'existent plus. C'est toujours nous faisons ça, nous venons, nous allons boire un verre avec toi, nous sommes allés au cinéma, nous avons fait les courses, nous avons machin. Eux, en tant qu'individus, n'existent plus. Ça fera peur à certains, mais pour moi, un couple sain, il se fonde quand même sur la reconnaissance de deux libertés. Je dirais que sans liberté, il n'y a pas de consentement, pas de réel consentement, donc pas d'engagement valable, pas de véritable amour. Plutôt un rôle que la société nous impose, tout en nous faisant croire que l'idée vient de nous. Non? Si, je pense. Quelque chose comme ça. Voilà, pour finir, je dirais qu'il faut bien distinguer trois choses. L'amour romantique, dont on parlait tout à l'heure, le désir sexuel, qui est encore autre chose, et l'attachement. Trois données. Parce que dans la nature, il y a le désir. Le désir, il permet aux individus d'initier un comportement de séduction avec un ou souvent plusieurs partenaires. L'amour romantique, lui, c'est ce qui motiverait à se concentrer sur un seul partenaire. Ça permet ainsi d'économiser du temps et de l'énergie et des ressources au profit d'une éventuelle progéniture. Cette progéniture qui est quand même le but ultime du désir sexuel et de l'amour romantique. Et ça bénéficierait ensuite du troisième élément qui est l'attachement. L'attachement qui se crée entre les parents pour garantir un environnement stable avec toujours des ressources nécessaires au bon développement de la progéniture. C'est pourquoi certains pensent que l'amour dure qu'un temps, 3 ans ou moins ou plus, peu importe, et ça se vérifie souvent. Après, il faut savoir si l'amitié prend le relais, l'amitié qui s'est fondée, quoi. C'est fondé sur les bases de l'amour, peut continuer ou pas. Schopenhauer, il a d'ailleurs dit que
l'amour est une ruse de la nature qui pousse l'homme à se reproduire. C'est quand même pas mal vu. Surtout quand on comprend la psychologie évolutionniste, si vous êtes intéressé à ça, vous voyez ce qu'il veut dire. Finalement, nous, on est des individus, on survit pour faire survivre l'espèce. Et donc l'amour, ça serait un mécanisme qui nous pousserait à faire le mieux possible, transmettre nos gènes et faire survivre l'espèce. Bon, en conclusion, je dirais que oui, on peut avoir une relation sans amour. On peut avoir une relation en ayant commencé par de la passion, en ayant été amoureux et puis que ça part. Tout comme on peut être, voilà, on peut être passionné au début et puis rester ensemble parce qu'on s'est attaché. Je pense pas qu'il faille chercher l'amour à tout prix pour le trouver. Je dirais même que cette quête ne rend pas heureux et qu'elle pousse les gens dans les bras d'autres gens qui ne sont pas pour eux. Je vous conseille donc d'attendre bien plus de 3 mois avant de vous mettre en couple sérieux, parce que le couple, bah, c'est un peu le nouveau mythe de l'amour. On consomme plus en couple, ça je l'ai constaté, on va plus souvent au restaurant, enfin c'est bon pour les marchands de toutes sortes, il y a la Saint-Valentin et tout. Mais franchement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et, et voilà, quand vous avez un chagrin suite à une rupture, ils s'en foutent, quoi. En plus, après, voilà, ils s'en foutent. Vous avez consommé, tant pis, quoi. Donc après, moi, je vous propose, voilà, d'attendre au moins 3 mois, voire plus, à une personne avant de commencer à vous monter la tête, quoi. Voilà, parce que c'est ça, souvent les gens se montent la tête. Donc voilà, vous prenez du temps pour que la personne, elle puisse prouver par son comportement qu'elle est à la hauteur, quoi. Ensuite, vous pourrez considérer d'emménager ensemble ou quoi. Ainsi, il n'y aura aucune femme barge, ni aucun plan cul plein de MST qui pourra vraiment passer vos barrières sentimentales et accéder à votre cœur. Parce que le problème ensuite, c'est que même si on n'est plus amoureux, mais qu'on est encore attaché, c'est peut-être presque pire parce que ça fait très mal de se détacher de quelqu'un, de plus voir même un ami proche, de plus le voir. Alors que là, l'amour, c'est on est amoureux, puis du jour au lendemain, on se voit plus. Enfin, c'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse, tu vois. Enfin, ça fait mal, quoi. Même si on sait que c'est pour le mieux, que cette personne, finalement, elle ne nous convenait pas, que ça aurait mené à rien, c'est quand même douloureux pour une personne normalement constituée, je pense. Enfin, à part les psychopathes qui n'ont pas de sentiments, ça c'est pas leur faute, les pauvres, c'est un truc dans leur tête. Mais pour la plupart des gens, oui, ça fait très mal. Et, et on est en droit de se demander si on était amoureux, même si ça pouvait pas marcher, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire marcher? Enfin, on réabordera peut-être ça si ça vous dit une vidéo sur les chagrins d'amour. Voilà, n'hésitez pas quand même à mettre un pouce, même si c'était un sujet très sensible et je pense que j'ai chamboulé pas mal de réalité. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, bien sûr, vers le haut, à partager la vidéo, ça c'est un sujet soft, franchement, si vous partagez pas celle-là, c'est sûr que vous ne partagerez jamais de vidéo. Bah voilà, commentez, franchement, dites-moi si vous voulez une vidéo sur les chagrins d'amour, si vous en foutez des vidéos comme ça et que vous voulez vraiment que des techniques pures pour draguer. Franchement, ça m'intéresse, moi je peux ajuster le contenu de ma chaîne après en fonction de vos retours, hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt, que le dieu du game soit avec vous, bon courage si vous êtes amoureux, si vous êtes en couple, si vous hésitez à emménager avec une fille, si vous êtes seul et que vous vous dites que vous ne trouverez jamais l'amour, si vous avez jamais été en couple et que vous vous demandez ce que ça fait et tout, surtout gardez la tête froide. Et dites-vous que l'être humain en général, il a beaucoup de mal à être content. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une alarme ça? Il a du mal à être content, quoi. On n'est pas en couple, on idéalise les gens qui sont en couple, on se dit ah j'aurais une copine sympa, je coucherai avec elle, il n'y aurait pas de problème, j'aurais pas besoin d'aller draguer, je serais au chaud chez moi et tout. Puis après, une fois qu'on vit ça, on se dit putain, mais quand même, elle est un peu chiante, elle me casse les couilles. Ou le mec, pareil, hein, il peut casser les couilles aussi. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un futur ensemble? Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Va être de plus en plus exigeant, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas fermé les volets, t'as pas fait les trucs, c'est moi qui fais tout, tes parents me font chier, tu vois trop tes parents, t'as pas trop tes parents. Ça peut partir en couille, quoi, pour rien, des fois, on se rend même pas compte, des fois, la chance qu'on a et on gâche tout pour des détails. Je m'éloigne. Allez, à bientôt.